Retour au débat de France 24. La situation à Alep, toujours très préoccupante puisque les bombardements ont repris après quelques heures de cessez-le-feu seulement qui n'auront en tout cas pas permis d'évacuer les civils et les rebelles qui souhaitaient quitter la ville. Avec nous pour en débattre aujourd'hui, Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, le général Olivier Paulus, officier général de l'armée française, ancien commandant des forces françaises au Cap-Vert. Hussam Alolaïoui, vous êtes secrétaire général de Syria Charity. C'est une association humanitaire d'aide aux victimes de la guerre en Syrie. Et enfin, Christian Chesneau, journaliste à France Inter. On va revenir peut-être d'abord en images sur ces 4 ans de guerre et 5 ans de conflit au total maintenant à Alep. Mai 2011, des milliers d'étudiants manifestent dans les rues d'Alep. Ils protestent contre le pouvoir du président syrien Bachar al-Assad et réclament plus de liberté. Un mouvement de contestation politique qui s'inscrit dans la lignée des printemps arabes. Un an plus tard, c'est la guerre civile en Syrie et Alep est l'un des principaux champs de bataille. Les rebelles de l'armée syrienne libre s'emparent de près de la moitié de la ville en juillet 2012. Les troupes loyalistes lancent alors une offensive terrestre et l'on assiste aux premiers bombardements aériens. La ville est coupée en deux, la partie ouest tenue par le régime où vivent 1 200 000 habitants, et les quartiers est aux mains des rebelles, où résident plus de 250 000 personnes. Les combats s'installent et s'enlisent dans une guerre d'usure. Jadis cité florissante, Alep est dévastée. Sa citadelle et son souk, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ne sont pas épargnés. La population est prise en étau et vit au rythme des bombardements. L'année 2014 est la plus meurtrière du conflit. Les humanitaires déplorent des conditions sanitaires alarmantes. Plus la guerre continue, plus les civils trinquent et qu'avec ou sans aéroport d'un côté ou de l'autre, il faut vraiment qu'il y ait de l'aide massive qui arrive parce que les gens sont vraiment dans la misère la plus noire. Petit à petit, le visage de la rébellion syrienne a changé. Les rebelles modérés de l'armée syrienne libre sont en grande partie supplantés par des groupes islamistes radicaux. L'année 2015 marque aussi un tournant avec l'arrivée de la Russie dans le conflit. Le 30 septembre 2015, les avions russes lancent leur première frappe aérienne sur Alep-Est. L'appui de Moscou permet à Damas de reprendre plusieurs quartiers aux rebelles. Le 17 juillet 2016, les forces du régime coupent la route du Castello, le dernier axe d'approvisionnement des rebelles. C'est le début du siège d'Alep. Les habitants des quartiers Est sont alors confrontés à de nombreuses pénuries et une flambée des prix. Le 22 septembre, Damas et son allié russe lancent une offensive majeure pour reprendre Alep. La communauté internationale évoque des crimes de guerre et demande une trêve humanitaire. Le recours présumé à des missiles au sol ainsi que l'utilisation de véhicules armés chargés d'explosifs dans une zone qui comprend plus d'1 million d'habitants civils sont absolument inacceptables et susceptibles de constituer un crime de guerre. Mais rien n'y fait. Avec l'aide de Moscou, Damas reprend un à un les quartiers insurgés, et notamment la vieille ville mercredi dernier, brisant ainsi l'espoir de reconquête des rebelles. Christian Chesneau, qui aujourd'hui prend les décisions en Syrie, Bachar el-Assad ou Vladimir Poutine? C'est quand même le Russe qui a la main. C'est-à-dire que sans la Russie, Bachar el-Assad aurait été en très grande difficulté. Il y a aussi l'Iran qui a son mot à dire. Aujourd'hui, il y a aussi les Turcs, parce que Poutine dialogue avec les Turcs. Donc c'est vrai que Bachar est faible, mais en même temps, il est incontrôlable en ce moment. C'est-à-dire qu'il va rester encore certainement quelques temps. Les négociations sont au point mort. Donc là, les Russes, quand vous parlez aux diplomates russes, ils vous disent on n'est pas marié avec Bachar el-Assad. Par contre, ils veulent maintenir la structure de l'État, etc. C'est quoi? C'est la base à Tartous, par exemple? Il y a ça, alors ils ont des intérêts, la base de Tartous, ils veulent créer, une base aussi d'écoute à Palmyre. Ils sont là, ils sont maintenant, et puis je pense qu'ils sont là pour très longtemps. Ça a un véritable intérêt stratégique pour la Russie? Quand même. Au-delà du symbole. C'est-à-dire avoir une base sur la Méditerranée, mettre une station d'écoute sur tout le Moyen-Orient, c'est quand même, les Russes ont que ça, ils sont pas dans le Golfe, donc par rapport aux Américains, non, c'est important. Mais c'est vrai que là, les Russes, alors pour revenir à Bachar, lui, il est là, il est affaibli, mais il est toujours là. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de voir, le reportage, en 2012,
tout le monde pensait qu'il allait partir en 3 semaines ou un mois. Vous parliez aux diplomates français, vous disiez en septembre c'est fini. Il y a quand même un gigantesque retournement de situation en 5 ans où on voit Bachar qui est installé et les rebelles, les opposants qui sont expulsés à l'extérieur. Et donc on est dans une nouvelle phase. On est en train de clore une phase de 5 ans et on ouvre une deuxième séquence avec un alignement de planètes complètement différent, avec un Trump qui arrive au pouvoir aux États-Unis, avec des changements, etc. Donc c'est vrai que là on est à un moment charnière. Je pense que les Russes veulent refaire des négociations, ils veulent relancer parce qu'ils ont besoin, comme on disait tout à l'heure, d'une sorte de légitimation, ils ont besoin de ce droit international, donc ils vont relancer ça, mais c'est vrai que c'est dans des conditions complètement différentes par rapport au début. Olivier Paulus, les Russes aujourd'hui, ils tiennent davantage finalement à la Syrie que les Américains, par exemple? Disons qu'ils sont plus visibles. Plus visibles. Moi, je dirais que, à nous écouter, l'acteur central, c'est effectivement le Russe. Car aujourd'hui, si on veut mettre fin au drame humanitaire, c'est quand même le cœur du sujet. N'oublions pas, s'il y a un qui peut peser sur la situation, c'est le Russe. Peser sur les acteurs syriens qui, eux, n'ont modestement pas de scrupules, qui sont effectivement dans cette, je dirais, politique totale de reconquête. Une lutte à mort. Hein. Voilà, exactement. Donc je pense qu'on doit agir sur les Russes parce que la Russie, bien sûr, est au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une des plus grandes nations de ce monde. Sur le plan militaire, c'est le numéro 2. C'est un acteur rationnel en Syrie? Oui, je pense. Ses objectifs stratégiques montrent qu'il est rationnel. Il sait très bien où il va. Alors, il faut arriver à décrypter ce que font très bien les politologues ou les spécialistes. On n'est pas juste dans l'affichage de la toute-puissance. Ah non, il y a des objectifs visibles, des objectifs masqués. Mais je pense que ça ferait injure à Poutine de ne pas savoir où il va. Et à mon avis, il sait très bien quel est l'objectif final. Pas forcément. Je pense que Poutine a une vision, il est très bon tacticien, il n'est pas toujours très bon stratège. Il a effectivement il a un plan à court terme. Est-ce qu'il sait déjà exactement ce qu'il veut pendant 2 ans ou 5 ans, hormis le fait qu'il veut rester en Syrie, son seul véritable allié au Moyen-Orient? Ça, je ne sais pas. Ce qui serait très intelligent pour les Russes, si Poutine voulait vraiment sortir par le haut, ça serait pas seulement de relancer la négociation, mais de dire désormais, nous sommes prêts à nous débarrasser de la personne de Bachar el-Assad. Parce que ce qui coince dans toute négociation depuis 3 ans, c'est la personne de Bachar el-Assad et son premier cercle. Parce que tout le monde sait très bien qu'une solution politique en Syrie, c'est pas un renversement complet de l'État, c'est au contraire maintenir une grande partie du régime. Les Russes disent depuis 3 ans, 4 ans, on n'est pas marié avec Bachar. Certes, pour l'instant, en tout cas, et il couche encore avec, si vous me permettez l'expression. Si demain il disait on est prêt, on s'est imposé comme l'acteur militaire, non pas parce que l'Amérique est impuissante, parce que l'Amérique n'a pas voulu s'engager. Entre parenthèses, personne ne sait ce que Trump va faire d'ailleurs à partir du mois de janvier. Et s'il disait on est en position de forcer Bachar el-Assad et son premier cercle à partir, alors là, ils auraient une vraie chance de sortir par le haut. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui applaudiraient. Vont-ils le faire? Est-ce que c'est ça qu'ils ont en projet? Franchement, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si eux savent déjà ce qu'ils veulent faire. Hussam Al-Olaïwi, la personne même de Bachar el-Assad aujourd'hui, s'il disparaissait de la scène politique syrienne, est-ce que cela suffirait ou contribuerait en tout cas en grande partie à résorber d'une certaine manière les plaies de la société? Sans doute pas. Je pense que vous avez bien fait de rappeler un peu le contexte de la situation en Syrie, c'est-à-dire une insurrection contre la personne même de Bachar el-Assad qui est née d'une répression extrêmement violente. Nous, en tant qu'humanitaires, on est présent depuis 2011 en Syrie. Mais hérité d'un ressentiment envers la famille Assad, parce que déjà son père avait fait face à des Mais aujourd'hui, pour vous répondre simplement, et en tant que Syrien aussi également, Bachar el-Assad n'avait qu'à partir en 2012 et on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est clair, c'est une réalité. Mais s'il partait demain, ce serait suffisant ou trop tard, diriez-vous? Honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'on l'a vu en ex-Yougoslavie, aujourd'hui encore, il y a des haines recuites qui n'arrivent pas à cicatriser. Hein. Il faudra beaucoup de temps pour cicatriser, parce que là, c'est quand même une société qui est traumatisée. On sait au Liban, 15 ans de guerre civile, 150 000 morts. Encore aujourd'hui, il y a encore des plaies qui sont encore à vif. Donc là, Sauf qu'on arrive à gouverner à peu près. On arrive, mais je veux dire, c'est quand même très compliqué. Là, le problème, ça va être effectivement de raccommoder un petit peu. On voit bien à Alep où effectivement les réfugiés passent côté gouvernemental, mais c'est vrai que c'est très compliqué. On est encore dans la phase de guerre, peut-être moins maintenant, parce qu'effectivement Alep c'est le paroxysme de la guerre et qu'après évidemment ça va être une guerre plutôt périphérique, parce que comme on le disait au début, les rebelles vont être expulsés à la périphérie, à Idlib, dans le nord, donc ça sera une guerre un petit peu différente et comme on disait.
Assad a sécurisé, en tout cas les Russes ont sécurisé les grandes villes syriennes. Donc ce qui reste à la rébellion, c'est les campagnes et les déserts. Sauf qu'il reste encore à proximité de Damas, des lieux où... oui, mais beaucoup moins. Dans Damas, il reste plus grand-chose. Il reste un peu au sud, à la frontière, à Dera, etc. Mais à Damas aussi, ils ont fait le ménage aussi. Donc après, le problème de la rébellion, c'est que c'est aussi son environnement. Les Occidentaux les ont lâchés. Les Turcs sont en train de négocier avec Poutine. Donc il reste plus grand-chose. C'est-à-dire que leur profondeur stratégique, c'est vraiment réduit comme peau de chagrin. C'est ce que j'allais demander, Olivier Paulus. C'est quoi aujourd'hui la rébellion syrienne ? Parce que simplement l'ONU qui évoque des groupes rebelles qui retiennent les civils en otage, par exemple, à Alep-Est, et qui parle spécifiquement de l'ex-front Al-Nosra, bon, ça ne se limite pas à ça aujourd'hui, la rébellion syrienne. Une des réponses, c'est quand on parle de la rébellion des rebelles, c'est pas une unité homogène. C'est une multitude de... Alors Fatah al-Sham, qui a ce groupe en question. Paramilitaires, etc. Et personne ne commande le dispositif. Donc chaque acteur, chaque chef, petit chef de guerre, peut décider, pour des raisons personnelles ou des enjeux particuliers, de continuer le combat. C'est ce qui se passe. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Quand vous n'avez pas en face un acteur parfaitement... Une balkanisation d'une certaine manière de l'opposition. Exactement. Ça, c'est le drame de l'opposition. C'est-à-dire que vous avez un régime qui est uni avec les Russes et les Iraniens qui forment un pacte, et en face, vous avez une division complète sur le terrain. Bruno Tertrais. Alep était non seulement important sur le plan économique, militaire, mais aussi sur le plan du symbole. C'était l'endroit où était en train de se construire une Syrie alternative, non djihadiste. Simplement, on avait reconstruit... Dans l'est d'Alep uniquement, parce que la ville a été divisée dans l'est d'Alep, et c'était là justement qu'il y avait ce laboratoire d'une ville quasiment autonome et qui était contrôlée par les rebelles non djihadistes. Le fait est, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'en 3 ans, la rébellion a quand même été d'abord défaite sur le plan... L'armée syrienne libre et les autres groupes non djihadistes ont été la priorité de la Russie, il ne faut pas l'oublier, parce que c'était eux qui étaient à une époque les plus menaçants pour Bachar el-Assad. Donc ceux-là ont été réduits, ils existent encore, mais ce ne sont plus les nombres les plus importants. Les autres, ce sont ceux qu'on appelle communément les djihadistes, mais en fait, ça peut être aussi des islamistes, c'est pas forcément... C'est pas tous Al-Qaïda, si vous voulez. En revanche... Daesh. En revanche, Daesh n'est pas présent. L'enjeu d'Alep, ça n'est pas Daesh, mais pendant ce temps-là, comme on l'a vu à Palmyre, Daesh est encore là, Daesh peut faire des progrès, et Daesh, dans le marais sunnite de l'est de la Syrie, qu'est-ce que Daesh deviendra si finalement il y a une coupure de fait du pays en deux? Daesh pourrait se remettre à prospérer du côté sunnite. Je ne sais pas quel scénario. Est-ce que vous pensez aussi que la chute d'Alep pourrait servir au final les intérêts aussi du groupe État islamique? Après, le groupe État islamique, il est présent en Syrie de manière claire et précise. Sur n'importe quelle carte, vous saurez le situer. Aujourd'hui, clairement, ce qui se passe, au final, ne concerne pas tellement l'État islamique. Ça se passe à Alep, ça se passe à Idlib. Les bombardements, dans toute leur violence, se passent principalement dans ces régions-là. Pourquoi le choix de cette offensive sur Palmyre maintenant? Est-ce qu'on le sait? Je crois que... Oui, ça, c'est en rentre dans la stratégie militaire. Vous avez des objectifs principaux et des objectifs secondaires, mais qui concourent à l'action principale. Oui, mais pour Daesh, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de reprendre Palmyre? Il y a deux théories, si vous voulez. Une théorie consiste à dire que finalement, tout simplement, la Syrie et les milices qui lui sont liées ne pouvaient pas tout faire et ne pouvaient pas sécuriser la région de Palmyre en même temps qu'elle lançait de grandes offensives ailleurs. Bon, donc en gros, occupé sur le front d'Alep, et Daesh a une stratégie dans ce cas-là d'opportunité. Deuxième théorie, enfin je dis théorie, mais deuxième possibilité, c'est qu'on est encore, comme ça a été par le passé à propos de Palmyre, dans une espèce de tragicomédie jouée par deux acteurs qui sont dans les faits des complices, le gouvernement syrien d'un côté, Daesh de l'autre, où en gros, on se retire quasiment, on laisse Daesh arriver pour bien montrer à quel point Daesh est une menace, et vice-versa. Et donc c'est cette fameuse complicité objective qu'on a pu voir par le passé à de nombreuses reprises entre Daesh et le gouvernement syrien. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais en gros, voilà les deux possibilités. C'est un prétexte pour Bachar el-Assad et plus encore pour Vladimir Poutine pour intervenir sur le sol syrien? Ils n'ont pas besoin de ça, ils interviennent déjà. Mais c'est vrai que là, il y a un nouvel ordre qui est en train de naître là, et c'est vrai que moi la question c'est surtout pour l'opposition, parce qu'on voit bien que Bachar est installé au pouvoir, il va y rester avec l'aide des Russes évidemment qui le tiennent. Quand est-ce qu'ils vont le débrancher, on ne sait pas, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a même des gens qui disent qu'il finira son mandat. Mais pour l'opposition maintenant, c'est comment, après une défaite historique à Alep, comment se recomposer, comment être une option alors que vous avez perdu quasiment tout votre territoire, et vous êtes en Turquie, vous êtes à l'extérieur. Comment reprendre pied sur
un processus politique où vous êtes marginalisé et militairement. On parle de l'armée syrienne libre. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Ouais. Non, juste ajouter sur Palmyre. Palmyre, c'est vraiment un échec pour le récit russe. Oui. Souvenez-vous avec quelle pompe, avec quelle publicité la Russie avait, entre guillemets, libéré Palmyre. Mais occulté totalement par Alep aujourd'hui, par la reprise d'Alep. Absolument. Et ça, c'était quand même un terrible échec pour la Russie. Mais qui va le souligner? Pendant ce temps-là, il faudra peut-être qu'on en dise un mot avant de terminer. Oui. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Européens, en termes de menaces, au-delà de l'enjeu humanitaire, en termes de menaces... Vous parlez du retour des djihadistes? Je ne parle pas simplement du retour, simplement, il va y avoir une dissémination d'un certain nombre de gens qui étaient coincés dans la région. Il va y avoir peut-être une partie de l'Est qui sera laissée, en gros, le champ libre pour Daesh. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Européens, en termes de sécurité aussi? Oussama Al-Olaïwi. Moi, j'aimerais apporter une composante où on n'en a pas parlé. On a parlé du régime, de la Russie, on a parlé des rebelles, mais il y a quand même la population qui, au final, aujourd'hui en Syrie, on a presque 7 millions de réfugiés, on parle de 300 000 morts, mais soyons réalistes, ça fait 2-3 ans qu'on parle de 300 000 morts, aujourd'hui on doit être au million. Cette population-là, quand même, ça fait 5 ans qu'elle est bombardée d'une manière violente, et je pense que c'est une composante et c'est une cible aussi, de manière délibérée, pour venir casser, briser leur volonté. Et aujourd'hui, quand vous dites des civils se retrouvent dans Alep Ouest, tout à fait, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on parle de juste, on veut vivre. On oublie toute revendication, on veut juste vivre. Et c'est là où on se rend compte qu'une politique de terreur a marché, a réussi, c'est-à-dire on extermine, on bombarde. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que nous, ça fait 5 ans qu'on est présent en Syrie. On a une page Facebook qui regroupe 740 000 personnes. On a peut-être des milliers de vidéos. Vous ne verrez jamais dans une seule de nos vidéos une seule personne armée blessée. Et les vidéos, parfois, vont du bombardement, donc de la bombe dans le ciel, jusqu'aux victimes ramassées dans nos ambulances. Donc c'est vraiment cette population-là qui souffre et qu'on oublie souvent dans cette discussion politique sur les enjeux, et on oublie cette partie-là. Et qui aujourd'hui, à qui on dénie même le droit de vivre, alors même qu'elle ne cherche plus, c'est ce que vous dites, à protester ou à contester le pouvoir en place. Et on réagit quand le cri devient tellement extrême qu'on se dit, bon voilà, il faut faire quelque chose. En tout cas, ces images, elles font réagir jusqu'à l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. C'était hier, Samantha Power, en pleine réunion du Conseil de sécurité. Elle s'en est prise violemment à son homologue russe. Regardez. Je m'adresse aujourd'hui au régime syrien, à la Russie et à l'Iran. Vos forces et vos soutiens sont en train de perpétrer ces crimes. Vos bombes, vos mortiers et vos raids aériens ont permis aux milices d'encercler à Alep des dizaines de milliers de civils pour ainsi les piéger. Ceci est votre piège. Cela devrait vous rendre honteux. Mais à la place, la situation vous galvanise et vous êtes déjà en train de planifier votre prochain assaut. Êtes-vous vraiment incapable d'éprouver de la honte ? Ce discours, il est spontané, on sent que ça vient du cœur. Pour autant, est-ce que c'est pas un peu c'est les larmes de crocodile, le chant du cygne de l'administration américaine qui, de toute manière, dans un mois, sera remplacé par d'autres. Et puis c'est quand même Barack Obama qui a laissé tomber les rebelles, qui n'a pas frappé en 2013. Voilà, c'est-à-dire que les gens attendaient plus. Il y a eu beaucoup de promesses des Occidentaux, d'aider militairement, des armes, financièrement. Et finalement, les Américains, on les a laissés tomber. Et là, il y a une sorte de trahison. Et quand vous parlez effectivement aux Syriens, ils vous disent... Ils le vivent comme une trahison. On nous a laissé tomber. C'est-à-dire qu'on attendait de l'aide. Il y a eu des beaux discours, etc., des résolutions. Mais finalement, sur le terrain, il n'y a rien eu. Donc là, il y a une espèce aussi d'imposture. Ils ont espéré, Oussama Al-Olaïwi, des bombardements, oui, une intervention militaire française et américaine au moment du fameux franchissement de cette ligne rouge, quand des armes chimiques ont été employées par Bachar al-Assad contre son propre peuple. Effectivement, il y a une partie des militants des droits de l'homme qui ont, et même de la population, qui n'a pas forcément espéré des bombardements, mais au moins juste empêcher l'aviation de bombarder. C'est quand même assez hallucinant que même 6 ans après, le message, c'est juste empêcher des avions de monter dans le ciel et de lâcher des bombes sur des hôpitaux, sur des personnes civiles. Et des barils de TNT. Et des barils de TNT, des bombes à bunker, à vide, à phosphore. C'est quand même hallucinant. Je vais faire 2 remarques. La première, semble-t-il, c'est quand même un élément très nouveau. Une grande nation comme la Russie est quelque part complice, peu au pot de crimes de guerre. Oui, et même de crimes contre l'humanité, l'a dit hier ça, c'est quand même, notre nouveau Premier ministre. Dans les décennies précédentes, ce genre de situation concernait des États de moindre importance, dont d'ailleurs bien souvent les responsables sont allés devant la CPI. Donc je crois qu'il y a un élément très nouveau. Alors, et je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment un acteur sur lequel il faut peser, c'est sur l'acteur russe. Parce que Poutine, qui a des grandes ambitions pour son pays, ne peut pas être dans cette posture de complice. Vous pensez que le name and shame, comme disent les Américains, peut fonctionner? Je l'espère. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis on ne l'a pas évoqué depuis tout à l'heure, on parle de l'acteur russe, de l'acteur syrien, mais c'est une coalition internationale quand même.
qui est importante par le nombre de participants et par les moyens qu'elle possède. Et là, elle est totalement absente. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour faire taire les armes, revenons à Yougoslavie, on a pu faire taire les armes lorsqu'on a séparé les belligérants et qu'on a tapé fort. Donc aujourd'hui, si en Syrie... Sauf que là, on a une puissance nucléaire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Et pourtant, on a le drame sous les yeux. Donc je pense qu'effectivement, il faut faire pression sur le pouvoir russe. Et le mot de la fin pour Bruno Tertrais. Oui, faire pression, on n'a pas beaucoup de levier pour les Russes parce qu'on a déjà les sanctions contre eux à propos de l'Ukraine. Donc c'est vrai qu'on va pas... On s'apprêtait à lever, donc là pour le coup. Et j'imagine mal qu'on aille en plus sanctionner. Je ne pense pas que ça se fasse, que ça soit une bonne idée ou pas. Je ne pense pas que ça se fasse. Mais c'est vrai que ces interventions françaises à l'ONU, on dit parfois que c'est simplement du théâtre diplomatique. Non, ça sert à quelque chose. Ça sert à dire, voilà, qui soutient, et il faut voter à l'ONU, qui soutient ces actions russes, qui ne les soutient pas. Et je crois encore une fois que Poutine lui-même n'est pas totalement... regardez comme il a fait les Jeux Olympiques, etc. Il n'est pas immunisé contre la pression. Il n'est pas du tout immunisé contre la pression. En tout cas, c'est un mince espoir, mais il faut espérer que ça puisse contribuer à une modération de l'attitude russe. Merci beaucoup, Bruno Tertrais. Merci également au général Olivier Paulus d'avoir été avec nous, à Hussam Alolaïoui et à notre confrère Christian Chesneau. Vous restez avec nous puisque tout de suite, c'est la suite de l'actualité vue du net, un œil sur les médias. L'actualité vue du net, un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour à tous. Et évidemment, la tragédie d'Alep, toujours à la une des médias. Alors c'est vrai, beaucoup d'articles, beaucoup de unes consacrées à Alep. Le site du Soir de Belgique en a compilé quelques-unes, évoquant l'ignominie du régime syrien. Il y a par exemple le Soir de Belgique, justement, qui titre sobrement la tragédie d'Alep. Cette une de Libération qui était assez partagée aujourd'hui, 6J Alep, une une toute blanche. Le Monde, la tragédie d'Alep tournant dans la guerre, ou encore le Figaro également, Poutine et Assad triomphent dans les ruines d'Alep. Alors toute autre tonalité du côté des médias russes et pro-russes. Sputnik, lui, semble interloqué parce que Washington fait la sourde oreille à la joie d'Alep libérée. C'est le point de vue russe. Du côté des autorités syriennes et notamment de l'ambassadeur à l'ONU, l'ambassadeur syrien à l'ONU, eh bien, il a tenté de démontrer que l'armée syrienne se comporte de façon tout à fait humaine. Il a partagé, ou plutôt montré cette image, une image où on va le voir en un petit peu plus grand, un soldat qui se met à genoux pour permettre à une femme de descendre de ce qui semble être un pick-up. Le problème, c'est que cette image est de Fallujah en Irak, donc c'est un petit peu raté en termes de communication, alors qu'on sait très bien que la guerre de l'information fait rage et que les médias russes et pro-russes n'arrêtent pas de répéter à qui veut bien l'entendre que tout ça est totalement faux, que les choses ne se passent pas de la façon dont les Occidentaux les présentent. Le site du Monde s'arrête un instant sur ces réactions politiques en France, ou en tout cas peut-être un peu ces non-réactions, la relative indifférence des candidats à la présidentielle de 2017. Manuel Valls a publié ce message sur son compte Twitter. J'en appelle à la conscience humaine des dirigeants russes, sauver les civils d'Alep. Eh bien, les internautes n'ont pas tardé à lui faire remarquer: où étiez-vous pendant tout ce temps comme Premier ministre? C'est le message d'Alessandro qu'il a publié juste en dessous de ce tweet de Manuel Valls. Benoît Hamon s'est exprimé hier. Pour lui, pas possible qu'il y ait une solution avec Bachar el-Assad. Un autre candidat à la primaire, cette fois-ci Arnaud Montebourg, lui a publié sur son blog un texte intitulé « Le symbole, Alep, symbole du martyre du soulèvement syrien ». Il y a aussi ce texte publié sur le site du Monde par Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, avec Raphaël Glucksmann, l'essayiste « Mobilisons-nous ». Alep crève, un texte qui était assez partagé sur les réseaux sociaux. Par contre, François Fillon, sur son compte Twitter, ne s'est pas exprimé sur la situation à Alep. Il a bien réagi à cet attentat qui a fait 25 morts dans une église copte du Caire. Il a également réagi... Et revendiqué par le groupe État islamique. Et revendiqué par l'État islamique. Il a aussi réagi à ces attentats qui ont frappé Istanbul, mais rien sur Alep, tout comme Marine Le Pen n'a pas réagi sur
sur Alep et sur la situation en Syrie. Ah oui, on retrouve là des personnalités qui ont apporté à différents degrés leur soutien au président russe Vladimir Poutine ces dernières semaines. Merci beaucoup Karim, merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve dans un instant, ou vous retrouverez plutôt dans un instant un nouveau journal sur France 24.